Salut Nathanaël, est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Parce qu'on a pas mal d'étudiants, de lycéens qui suivent et c'est toujours intéressant de voir comment tu en es arrivé à travailler sur ce sujet-là. Tout à fait. Alors j'ai le début, on peut dire, du déclic pour la physique en général, c'était en primaire. Il y avait la revue Sciences et Vie Junior qui est sortie quand j'étais en CM2. Et j'ai tout de suite voulu que mes parents m'abonnent. Et alors ils m'ont dit non mais tu vas pas comprendre, donc si tu veux on t'achète le premier numéro. Et si tu comprends tout, on t'abonne. Donc j'ai lu ce premier numéro et je leur ai dit que j'avais tout compris. C'était probablement pas vrai, mais après ils m'ont abonné. Et donc petit à petit, j'ai apprécié de plus en plus la physique en général, la science aussi. Et après mon parcours a été toujours orienté vers les sciences, la physique, la chimie aussi. J'ai pas mal hésité entre physique et chimie en fait à un moment donné. Et bon, j'ai choisi la physique. Je suis content, mais j'aurais été aussi content en chimie, je pense. Et alors le choix de ce sujet en particulier, de travailler sur le magnétisme terrestre, pourquoi ça par rapport à d'autres domaines de la physique? Qu'est-ce qui t'a Oui, attiré? alors je me suis aperçu assez vite que j'avais une intuition physique qui était assez bonne sur toutes les choses concrètes, quoi. Et tout ce qui était mécanique quantique, ça marchait pas bien. J'avais plus de mal à savoir si mon résultat était juste, par exemple, quand je faisais un exercice ou un calcul. Du coup, je me suis dirigé plutôt vers des choses un peu pratiques, un peu plus, disons, de la vie quotidienne, en plus, en fait. Et la géophysique m'est apparue comme un bon sujet pour appliquer la physique en général. Et après, je suis tombé sur des gens qui travaillent sur le champ magnétique et qui m'ont donné envie de faire ça aussi. Donc j'ai fait une thèse là-dessus et j'ai pas quitté le domaine. D'accord. Bon, ton sujet principal d'étude, c'est ce qu'on appelle la géodynamo, donc qui est le mécanisme qui explique le champ magnétique terrestre. C'est un mécanisme qui est pas évident à comprendre. Alors, je vais te Ouais, soumettre à l'épreuve. Est-ce que tu pourrais expliquer à des profanes d'où vient le champ magnétique terrestre et comment ça marche la géodynamo? ouais, alors je vais essayer. C'est effectivement pas du tout simple. C'est pas si intuitif que ça. Le mieux, c'est de partir de la dynamo de vélo, dans lequel on a un aimant qui tourne dans une bobine et ça va produire un courant électrique. Ça alimente la lumière du vélo. Maintenant, on peut imaginer remplacer l'aimant par un électroaimant et faire en sorte que le courant électrique alimente l'électroaimant. Et il se trouve que ça marche encore si on tourne assez vite. Au bout d'un moment, il y a un champ magnétique qui est généré et un courant électrique. Et il y a des générateurs industriels qui fonctionnent comme ça. Donc sans aimant, juste avec un électroaimant produit par le courant de la dynamo. Ensuite, on peut imaginer remplacer tous ces fils de cuivre par un métal conducteur. Alors on voit bien que dans les fils de cuivre, le courant électrique il est obligé de suivre un certain chemin, qui en général en fait d'hélice. Et pour le liquide, et ça va marcher dans certaines situations où l'écoulement est suffisamment compliqué pour forcer aussi les courants électriques à suivre des chemins compliqués. Donc c'est possible de faire marcher une dynamo dans un métal liquide. Mais il y a des conditions assez compliquées, notamment l'écoulement doit être 3D, souvent il faut qu'il soit un peu turbulent, enfin voilà. Donc il se trouve que dans des situations comme le noyau de la Terre, ça marche très bien, et on a une génération de champs magnétiques efficace. Ouais, il y a un côté presque un peu incroyable la première fois que j'ai lu comment ça fonctionnait. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un champ magnétique alors qu'on n'a pas d'aimant au départ et on n'a pas non plus de charge nette. C'est-à-dire que le fluide, il est conducteur, mais il est neutre électriquement. Et c'est ça, il est neutre électriquement. Souvent, quand on discute avec des physiciens qui ont l'habitude des particules chargées, des champs magnétiques, en fait, ils ne comprennent pas comment on fait pour avoir un champ magnétique avec pas de charge, quoi. Ouais. Donc, en fait, il y a des charges dans le métal, mais qui s'équilibrent. Il y a autant de protons que d'électrons, autant de charges positives que de négatives. Et c'est leur déplacement relatif qui fait le courant électrique et qui fait le champ magnétique, comme dans un conducteur d'électricité normal, en fait. Alors une question peut-être un petit peu plus technique sur un point que tu as un peu évoqué. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait des théorèmes d'impossibilité en gros, fixent des conditions sous lesquelles on sait que la dynamo ne pourrait pas marcher. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu une première quête quand on a évoqué l'effet dynamo au XXe siècle, de voir un peu dans quelles conditions c'était possible ou pas d'avoir une génération spontanée d'un champ magnétique. Et des mathématiciens appliqués ont fait des choses comme ça, regarder un écoulement simple, est-ce que c'est possible? Et donc, ils ont pu montrer dans certains cas que c'était impossible de générer un champ magnétique, notamment quand l'écoulement est 2D, quand l'écoulement
Enfin, voilà, c'est souvent des histoires de symétrie. Il ne faut pas qu'il y ait trop de symétrie dans l'écoulement, sinon le champ magnétique ne peut pas être généré. D'accord. Et du coup, alors dans le noyau de la Terre, la partie liquide, on a ces écoulements. Alors à quoi ils ressemblent, quelle forme ils ont pour donner naissance au champ magnétique terrestre tel qu'on le connaît? Eh ben, c'est pas si facile à se représenter, mais on a déjà, faut voir que le noyau de la Terre est liquide comme de l'eau. C'est-à-dire que la viscosité, moi c'est un truc qui m'a toujours paru un petit peu mystérieux, la viscosité du noyau liquide dans les conditions où il se trouve, c'est une viscosité qui n'est pas très différente de celle de l'eau, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Donc un métal liquide dans des fonderies, quand vous chauffez du métal, il devient vraiment très liquide. Et aux conditions de température et de pression du noyau de la Terre, c'est pareil, c'est très liquide. Donc vraiment la viscosité de l'eau. Et avec une viscosité telle, quand on met en mouvement, eh ben, on a des vitesses qui sont de l'ordre de quelques kilomètres par an. Et la force de Coriolis, elle va jouer un grand rôle, un peu comme dans l'atmosphère. Et du coup, on va avoir une organisation de ces écoulements en tourbillons, en cyclones, qui vont avoir la propriété de s'aligner, avoir tendance à s'aligner, disons, avec l'axe de rotation de la Terre. Oui, c'est ce qui fait que le pôle magnétique est à peu près l'axe du exactement. géographique. C'est la conséquence, le fait que le pôle nord magnétique est vaguement aligné avec l'axe de rotation est lié à ça, que l'écoulement lui-même s'aligne avec l'axe de rotation dû à la force de Coriolis. Et donc, en fait, on a une graine qui cristallise au milieu, qui va relâcher des éléments légers, qui vont avoir tendance à remonter à la surface du noyau, mais déviés par la force de Coriolis, ils vont se mettre à tournicoter et à former des espèces de tourbillons allongés, comme ça, alignés avec l'axe de rotation. Et il se trouve que là-dedans, vous avez un peu d'écoulement hélicitaire qui se forme aussi. Et on a vu les bobines dans des dynamos, c'est aussi hélicitaire. Voilà, ça c'est quelque chose qui est propice à fabriquer du champ magnétique. Donc en simplifiant bien, c'est à peu près ça l'image qu'on a. Si on veut être un peu plus précis, en fait, la viscosité va faire en sorte que les échelles d'écoulement vont être petites. Et en fait, on va avoir assez vite des structures assez fines alignées avec l'axe de rotation. Tout ça, il devient turbulent, chahuté. Le champ magnétique va rétroagir là-dessus, va casser les structures qui ne vont pas être complètement alignées. Enfin voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée mentale qu'on peut se faire, c'est ça. Alors, une des difficultés qu'on a quand on regarde ces phénomènes-là, c'est qu'évidemment, le noyau de la Terre, on ne peut pas aller voir ce qui se passe. Le trou le plus profond qu'on ait creusé jusqu'ici, c'est 12 km, donc je crois que c'est juste à peu près de quoi traverser la moitié de la croûte terrestre. Donc, on n'a pas de mesure directe de ce qui se passe in situ. Et donc, on se repose pas mal sur de la modélisation, de la simulation, ce qui est plus précisément ton domaine à toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et puis quelle a été la motivation pour aller travailler sur ce type de sujet? Alors, effectivement, donc ce qu'on fait, comme on n'a pas accès à des mesures, c'est qu'on va faire des simulations. Et pour ça, on se ramène aux lois fondamentales de la physique. Donc pour un fluide, c'est l'équation de Navier-Stokes qui régit le mouvement du fluide. On rajoute à ça l'équation d'induction qui régit l'évolution du champ magnétique. Et on couple les deux via la force de Laplace ou de Lorentz qui agit sur le fluide. Donc ça nous donne un système d'équations dérivées partielles assez monstrueux et qu'on va demander à un ordinateur de résoudre pour nous. Oui, parce qu'une chose, c'est que rien que la partie fluide, l'équation de Navier-Stokes, que des gens essaient de résoudre pour des tas de raisons, rien que ça, c'est compliqué. Oui. Mais ça a été plus étudié aussi par des gens qui font de la turbulence, de l'atmosphère, etc. Dès qu'on rajoute un champ magnétique, on rentre dans le domaine de l'astrophysique ou ici de la géophysique du noyau. Donc effectivement, c'est moins étudié et on n'a pas autant de recul, notamment de modèles, et donc on est un peu obligé de simuler tout. Voilà. Et donc, pour faire ça, toi notamment, tu as été à l'origine d'un code de simulation sur lequel tu travailles depuis déjà pas mal d'années. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce code de simulation et qu'est-ce qui t'a amené à le développer en particulier? Oui, alors initialement, c'était pour simuler une manip qu'on faisait ici au labo et pour lequel il n'y avait pas de code qui convenait bien. Donc j'ai commencé à partir d'un code qu'un collègue avait commencé à écrire, j'ai continué et puis petit à petit j'ai rajouté différents ingrédients physiques et ça m'a amené à un code de dynamo donc, qui simule le noyau de la Terre. En faisant ça, je me suis aperçu que la transformation harmonique sphérique, qui était une des briques élémentaires pour ces calculs, elle n'était vraiment pas efficace.
peu de gens avaient travaillé dessus comme ils ont fait sur la transformée de Fourier. La transformée harmonique sphérique, c'est l'équivalent de la transformée de Fourier, mais pour la sphère. Et du coup, en essayant d'optimiser le code, je me suis aperçu qu'on pouvait gagner énormément. On a fini par gagner un facteur, je crois, proche de 100 par rapport à ce qui se faisait avant. Donc c'est un grand gain, quoi. Et pourquoi les gens avaient moins travaillé sur ça? Parce que la transformée de Fourier, il y a eu des algorithmes rapides qui ont été développés assez rapidement, donc qui ont une complexité assez faible, donc c'est très efficace. Et pas d'algorithme rapide n'a été découvert pour la transformée en harmonique sphérique, elle est un peu plus compliquée. Des gens avaient quand même fait des efforts sur ça, mais en pratique, ce n'étaient pas des algorithmes qui étaient faciles à implémenter et avec des bonnes conditions pour qu'un ordinateur puisse les calculer efficacement. Donc au final, on a un truc relativement naïf du point de vue algorithmique, mais très optimisé. Et donc toi, quand tu as commencé à travailler sur ce sujet, j'imagine qu'il y avait déjà d'autres codes de calcul qui étaient moins rapides. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir en faire un en plus? Alors au départ, il y avait des gens qui avaient des codes de calcul de ça. Depuis les années 95, ça a commencé. Mais ils n'étaient pas open source, ils n'étaient pas ouverts. Donc moi, j'avais envie d'avoir un truc que tout le monde puisse utiliser. On pouvait demander aux chercheurs de partager leur code du bouche à oreille, ça se faisait. Mais voilà, donc j'ai démarré ça aussi dans cette optique-là. Entre-temps, les autres codes se sont ouverts et donc on a plusieurs codes concurrents. Mais en fait, finalement, tout le monde utilise ma librairie en harmonique sphérique. Donc ça fait aussi une brique un peu partagée. Et puis voilà, et chaque code a aussi ses spécificités. Alors une chose qui m'a surpris, parce que je suis allé sur le GitHub du code, j'ai essayé de regarder un peu comment c'était fait. Et donc j'ai été surpris de voir qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment de l'ordre de l'optimisation un peu bas niveau, quoi. Je ne sais pas si tu écris des trucs en assembleur, mais enfin on n'est pas très loin si c'est. On n'est pas si très c'est loin de ça. l'assembleur, exactement. Et c'était quelque chose que tu t'attendais à faire quand tu as commencé à faire de la physique? Non, pas du tout, ça c'est clair. Par contre, j'avais déjà programmé en assembleur quand j'étais au lycée. D'accord. Ouais. Ah ouais. Avec des potes, on s'amusait à faire des trucs comme ça. Mais bon, ça n'avait rien à voir. Et quand j'ai... En fait, je me suis aperçu que les compilateurs, à l'époque, ils n'étaient pas capables du tout d'optimiser un code de manière efficace dès que ce n'était pas juste une boucle simple. Donc, il fallait à un moment donné, pour les spécialistes, faire la vectorisation à la main. C'est-à-dire, voilà, là, j'ai un vecteur avec plusieurs valeurs, traite-le comme ça. Et même aujourd'hui, en fait, la vectorisation automatique fonctionne mieux, mais c'est toujours pas ça. Hein. Donc, dès qu'on a quelque chose qui dépasse le contenu d'une boucle, ça marche plus bien. Et voilà, donc du coup, j'ai fait pas de l'assembleur parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout portable dans le sens où dès que ta machine change, il faut que tu changes le truc. Mais j'ai fait un truc un peu au-dessus qui est proposé par un des compilateurs GCC là et qui a été adopté par les autres. Ça marche très bien et c'est bien portable. Ouais. Et alors, sur quel type de machine tu fais tourner ce code-là? Est-ce que tu peux nous donner un peu des ordres de grandeur, des temps de calcul qui sont impliqués pour faire ce genre de choses, des puissances nécessaires? Alors, c'est assez variable. Les plus gros calculs que j'ai faits, ils durent plusieurs mois. Ah ouais, carrément. Sur des machines qui sont les machines nationales. Donc, quelques centaines de processeurs qui travaillent ensemble. C'est pas une paralysation extrême, il y a des gens qui font beaucoup plus que ça, mais sur ces problèmes-là, c'est suffisant. Et donc, c'est des machines qui sont composées de CPU Intel à la base, mais mis en groupe avec des interconnexions réseau très rapides. Voilà. Et depuis quelques années aussi, on a des GPU qui sont à la base destinés aux jeux vidéo, mais dont les fabricants ont rajouté des fonctions de calcul double précision qui nous permettent de faire des calculs de manière plus efficace encore. Oui, il y a beaucoup de domaines comme ça où en fait les GPU ont été détournés. Je pense maintenant il y a plus de GPU utilisés dans le calcul, notamment en IA, que dans le jeu vidéo. Oui. Et alors sur l'IA, ça a été entre guillemets des GPU classiques qui fonctionnent bien. On n'a pas besoin de double précision, mais pour le calcul, les fabricants ils ont quand même rajouté la double précision pour le calcul. Hein. Ça c'est fait exprès quoi, en quelque sorte. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de comment est-ce qu'on arrive à positionner ces simulations-là par rapport à ce qu'on sait de la réalité de la géodynamo terrestre, et notamment à quel point on arrive ou pas à être dans des régimes qui sont proches ou pas du régime réel? Et donc on sait simuler les équations, mais pas pour tout paramètre. C'est-à-dire notamment, si on diminue la viscosité dans l'équation de Navier-Stokes, il y a de la turbulence qui apparaît. Et cette turbulence, elle est très difficile à capturer parce qu'il faut des grilles très fines, des échelles très fines. Et donc, à un moment donné, on n'a pas assez de points de grille, on n'a pas assez de temps de calcul pour simuler la turbulence arbitraire, quoi.
Par contre, on peut en simuler un petit peu. Et donc, le noyau de la Terre, ça va être pareil. On va être limité par les tailles de grilles et la taille des temps de calcul. Donc, on peut simuler des choses qui ne sont pas assez peu visqueuses, qui sont trop visqueuses par rapport au noyau. Ce qu'on fait comme truc, c'est qu'on va simuler à plusieurs viscosités. Et on va regarder comment évoluent les sorties du système, le champ magnétique, les vitesses. Et on va espérer être dans un régime dit asymptotique, dans lequel tout s'extrapole bien. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on peut extrapoler le noyau. Voilà. Donc ça c'est la manière dont on fait pour s'affranchir du fait qu'on ne peut pas simuler la vraie Terre. Voilà. Et alors pour qualifier ces régimes, alors je sais qu'en mécanique des fluides par exemple, seul, pour parler de la turbulence, on a le nombre de Reynolds qui permet de savoir si on est plus ou moins dans un régime turbulent ou pas. Donc là il y a d'autres quantités qui sont introduites pour essayer de qualifier un peu les régimes. Voilà. Tu peux nous en dire un mot? Donc on a la rotation qui va jouer un rôle prépondérant, qui est donc la force de Coriolis, qu'on donne en nombre sans dimension comme étant le nombre d'Ekman. Il est de l'ordre de 10 puissance moins 15 dans la noyau de la Terre. On arrive à simuler 10 puissance moins 6 assez raisonnablement, 10 puissance moins 7, voire un peu moins avec quelques trucs et astuces. Il y a aussi le nombre de Reynolds magnétique, donc qui est l'analogue du nombre de Reynolds, mais pour l'induction du champ magnétique. Celui-là, on arrive à l'avoir nominal. Donc, c'est ça qui fait que je pense que les dynamos terrestres sont relativement ressemblantes au réel. Parce qu'on a ce nombre, il est bon. Et c'est quand même lui qui régit l'induction du champ magnétique. Ensuite, il y a le nombre de relais qui gouverne la manière dont on force thermiquement le truc. Bon, oui, parce qu'on n'a pas parlé de la température beaucoup, mais il y a aussi la température qui rentre dans l'affaire. Il y a l'équation de température aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Et que ça va jouer un rôle sur la convection qui va être en partie driver les mouvements du fluide, c'est ça? Oui. Et en fait, ce n'est pas que la température, c'est aussi la composition chimique. Donc on a des éléments légers qui sont relâchés lorsque la graine solide au centre cristallise. Et ces éléments légers vont entraîner le fluide vers la surface. Et la température, donc en fait, on a deux quantités qui vont mobiliser le fluide, c'est la composition en éléments légers et la température. D'accord. Voilà. Donc tu as aussi la composition dans les équations. Idéalement, on devrait la mettre. Souvent, on ne met qu'un seul scalaire qui regroupe température et composition. Mais si on voulait faire les choses vraiment bien, il faudrait effectivement avoir les deux. Bon, et alors, est-ce qu'à ton avis, on a une chance un jour d'arriver à faire des simulations qui soient vraiment dans le régime qu'on sait être celui de la géodynamo terrestre, ou est-ce que ça va être des calculs qui vont être inaccessibles? En force brutale, c'est-à-dire en essayant vraiment de simuler toute la turbulence, on n'y arrivera pas, je pense. Parce que non seulement ça nécessiterait vraiment des puissances de calcul astronomiques, peut-être qu'un jour on les aura, mais est-ce qu'on a envie de les cramer pour ça? Je ne suis pas sûr. Et même, ça suppose qu'il n'y a pas d'autres complexités numériques qui apparaissent, par exemple, est-ce que la précision est suffisante, etc. Donc je ne pense pas qu'on y arrive comme ça. Par contre, avoir des modèles de turbulence comme ils ont en atmosphère et en climat, ça pourrait être intéressant. Par contre, c'est compliqué parce qu'il y a le champ magnétique, il y a la rotation, tout ça qui joue ensemble. En fait, on n'en a pas des modèles qui sont bien solides. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Ça, c'est un axe de recherche pour améliorer ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en particulier de ce que tu as fait ces dernières années dans le cadre de l'ANR dont tu t'es occupé, qui vient de se terminer Voilà, on a eu un financement effectivement pour étudier en particulier les inversions du champ magnétique. Donc ça, c'est un phénomène assez étrange. On s'aperçoit en scrutant les couches géologiques que le champ magnétique a été parfois au nord, parfois aligné avec le pôle nord, mais parfois aussi dans l'autre sens, donc le pôle nord au pôle sud et vice-versa. Ça, c'est assez troublant. Et on ne sait pas exactement ce qui déclenche ces inversions ou pourquoi elles se produisent. Il y a des hypothèses qui sont émises. Il y a pas mal de gens qui ont essayé de voir dans des simulations si on pouvait trouver les détails de l'écoulement ou des changements de l'écoulement qui pouvaient expliquer ça. Et c'est pas clair parce que les différentes études trouvent des choses différentes, qui ne sont probablement pas dans les bons régimes du tout. Parce que là encore, c'est pire. Quand on veut faire des inversions, il faut simuler des temps longs. Oui, jusqu'à ce que on ne peut pas le commander, c'est ça. On simule jusqu'à ce qu'il y en ait une qui se produise dans la simulation et qu'on soit content. Il faut simuler des temps très longs. Sur Terre, il y en a 4 par million d'années en moyenne. Et quand je parle de simulation de géodynamo qui marche bien, on simule un millier d'années. Ah oui, donc on a un problème. Donc simuler plus longtemps, ça veut dire réduire le coût du calcul et donc encore tricher plus sur les paramètres et donc être un peu plus éloigné des régimes
Donc c'est pas très satisfaisant. Donc on a essayé de faire mieux que ça en utilisant des algorithmes d'événements rares, donc qui poussent le système à aller vers l'inversion par un certain algorithme de tri et de sélection un peu génétique, quoi. Et aussi en portant le code sur GPU, donc pour accélérer la puissance de calcul. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est donc ces modèles de turbulence pour aller plus vers des choses plus réalistes qui peuvent durer plus longtemps. D'accord. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on arrive à obtenir des inversions dans des simulations, mais on n'est pas toujours sûr que le mécanisme qui est à l'origine de ces inversions dans la simu est le même que celui dans la réalité, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Et en particulier, la turbulence est rarement présente dans ces simulations qui s'inversent, justement pour économiser en coût de calcul. Et on sait que la turbulence, elle va faire du bruit. Voilà, donc moi, ma vision des inversions aujourd'hui, c'est que c'est un phénomène un peu stochastique. On a des fluctuations du système, et de temps en temps, il y en a une qui est plus grande qu'une autre. Et ce n'est pas un changement fondamental de l'écoulement qui fait un truc magique, quoi. Donc il faut scruter un peu les fluctuations, et c'est des événements rares, il y a une queue de distribution, et de temps en temps, il y en a un qui arrive à faire basculer le système. Voilà, donc on aimerait bien étayer ça avec des choses un peu plus concrètes que juste une intuition. Mais voilà, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et on a une compréhension de pourquoi, manifestement, la fréquence des inversions a changé à travers le temps, parce que j'ai compris qu'il y avait eu des périodes où il y en avait eu moins. J'imagine que ce n'est pas une loi de Poisson ou un truc comme ça. Alors voilà, ça, c'est un des mystères qu'on a essayé d'explorer. Notamment, il y a une thèse là-dessus où Thomas, il a regardé si les conditions imposées par le manteau, donc on a un manteau au-dessus du noyau qui convecte aussi, qui convecte lentement sur l'échelle de millions d'années. Donc lui, le noyau le voit un peu comme figé, mais sur l'échelle de millions d'années, les conditions changent, quoi. Donc on s'est demandé si ces conditions changeantes pouvaient expliquer les changements de toute fréquence d'inversion, parce qu'effectivement, on a des périodes de 40 millions d'années sans inversion pratiquement, alors qu'autrement, c'est 4 par million d'années. Donc ça ne rentre pas dans une loi de probabilité. Voilà. Ce n'est pas complètement exclu que ce soit du hasard, mais c'est assez peu probable. Donc on essaye de trouver des mécanismes. Effectivement, il a trouvé que des variations de flux de chaleur entre l'équateur et les pôles pouvaient changer la fréquence des inversions sur des gammes de flux de chaleur réalistes par rapport à ce qu'on peut attendre du manteau. Pardon. D'accord, oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on parle de convection à la fois dans le noyau et dans le manteau, mais ce n'est pas du tout le même phénomène en termes d'échelle de temps, etc. Ouais, parce que le manteau, lui, il est solide. Donc c'est une convection très très lente de déformation de solide, à cause que le solide chaud, il a quand même envie de monter par rapport au froid, mais c'est solide, quoi, donc c'est ductile. Et donc sur une échelle du million d'années. Et le noyau, lui, donc c'est liquide comme de l'eau, et du coup, ça bouge à quelques dizaines de kilomètres par an. Ouais, donc du point de vue du fluide, en fait, le manteau a l'air figé, c'est ça. Complètement statique. Il impose juste des sortes de conditions au bord. C'est ça. D'accord.